merci de l'introduction. Bon, je vais corriger, je ne suis pas de Tours, je suis juste chercheur associé au LAT. Voilà, dans le civil, je suis archéologue en collectivité territoriale. Et je m'intéresse aussi à la problématique de la détection de métaux depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, avant toute chose, on va faire un petit rappel technique et historique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, le détecteur de métaux, c'est un appareil qui fonctionne par émission-réception d'un champ magnétique, qui est perturbé par la présence d'un objet métallique, qui émet un son en fonction de la conductivité de l'objet, donc plus ou moins aigu, et de la profondeur, inventé à la fin du 19e, au début à vocation militaire et chirurgicale. Après, donc ça a servi notamment après la Première Guerre mondiale pour la détection des mines, comme j'ai marqué la petite image en haut à gauche. Le premier détecteur portable, vraiment celui qu'on connaît actuellement, a été inventé en 1940-41 par un officier polonais réfugié en Grande-Bretagne. Et le détecteur de métaux est toujours utilisé aujourd'hui à des fins militaires. Il a été dévoyé à des fins civiles au cours des années 70. Il est arrivé en Europe dans le sillage des bases américaines de l'OTAN, puisque c'est principalement aux États-Unis, notamment lors dans des recherches liées à la guerre de sécession, que le loisir, entre guillemets, de la détection métallique est arrivé. Et il s'est développé de plus en plus depuis les années 70 parmi la population qui est à la recherche du frisson de la chasse au trésor, avec notamment l'apparition de nombreux magazines, de clubs de détection et d'ouvrages spécialisés. Donc, très rapidement, alors je vais passer rapidement sur les questions juridiques. Je pense que mon successeur va les reprendre. Très rapidement, les pouvoirs publics se sont alertés de l'utilisation immodérée des détecteurs et du risque que cela représente pour le patrimoine archéologique, notamment avec la recommandation 921 du Conseil de l'Europe, 1981, qui recommande aux membres du Conseil de l'Europe d'envisager l'adoption de systèmes de permis ou d'immatriculation pour les utilisateurs de détecteurs, et aussi d'encourager les musées, les archéologues, etc., à entretenir des contacts avec les utilisateurs locaux des détecteurs de métaux et de permettre leur participation aux fouilles sous la conduite de personnes compétentes. Et ce passage est assez intéressant malgré tout. Alors la recommandation n'a pas de valeur juridique en soi. Ce n'est qu'une recommandation. Et on cite aussi la Convention de Malte qui recommande de soumettre à autorisation préalable l'utilisation du détecteur de métaux. Suite à ça, évidemment, la communauté détectoriste a cherché à faire valoir son droit d'utiliser les détecteurs sur une communication basée sur l'accessibilité universelle au patrimoine commun et la mise en avant d'un loisir inoffensif et sain, un loisir proche de la chasse aux champignons, qui consiste à aller en communion avec la nature pour aller rechercher des objets. Mais surtout, un lobbying important mené par les fabricants et les revendeurs de détecteurs. Le NCMD, dont j'ai mis la petite icône, est une organisation britannique qui a donné lieu à l'ICMD, vous remarquerez la similitude de logo, qui est principalement menée par des revendeurs et des fabricants de détecteurs de métaux. Et à partir de ce constat, les pays européens ont décidé d'utiliser deux modèles législatifs principaux, un modèle qu'on va appeler un modèle collaboratif et un modèle assez restrictif. Dans les modèles collaboratifs, on a le cas anglo-gallois, évidemment, avec le tournant des années 80, qui voit une bataille d'opinion entre la communauté des archéologues, donc c'est la campagne Stop Taking Our Past, et les promoteurs de la détection qui ont répliqué en créant le DIG, le Detector Information Group, notamment en rapport avec un projet de loi qui était le Habinger Bill de 80, qui visait à restreindre l'utilisation de détecteurs. En Angleterre et au Pays de Galles, alors l'Écosse est une législation un petit peu différente, la détection est autorisée uniquement, sauf sur les 18 000 sites et monuments protégés. Il faut l'autorisation du propriétaire du terrain. Et le découvreur a possibilité de récompense
qui est dans ce cas-là partagé avec le propriétaire du terrain en cas de reconnaissance de la découverte comme trésor. Alors, la définition anglaise de trésor est différente de la nôtre, puisqu'il faut que ce soit un objet qui ait au moins 10% de métal précieux, qui soit âgé d'au moins 300 ans. Et dans ce cas-là, il revient automatiquement à la couronne et le découvreur se voit récompensé pour son acte. Parallèlement à la mise en place du Treasure Act en 1996, qui était en fait une remise au goût du jour en harmonie avec la situation contemporaine du Treasure Trove, qui était une réglementation qui datait du XIIe siècle, où tous les biens enterrés, alors c'est tous les biens précieux enterrés, mais il fallait pouvoir prouver que le propriétaire avait l'intention de les récupérer plus tard. C'était une loi qui a été mise en place contre l'évasion fiscale. Donc, déjà au XIIe siècle, où dans le cas du Treasure Trove, on se retrouvait forcément avec la propriété revenait à la couronne, et puis le cas du casse de Sutton Hoo, où c'était un objet qui avait été enterré, mais sans volonté de le récupérer, ne pouvait pas être considéré comme trésor. Donc il y a eu un petit imbroglio juridique qui fait qu'ils sont arrivés à la création du Treasure Act. À côté du Treasure Act, pour tous les objets qui ne sont pas considérés comme trésors, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 10% de métal précieux, en l'essentiel, on a mis en place le Portable Antiquities Scheme à partir de 1997, afin de répertorier toutes les découvertes archéologiques. C'est une manière de travailler en collaboration avec les détectoristes, sachant que, partant du principe qui a été largement, qui est largement sorti des discussions entre la campagne Stop et le groupe DIG, que façon la détection est un phénomène auquel on ne peut pas couper et qu'il y en aura toujours, autant collaborer avec eux. Et donc, les détectoristes ont la possibilité de déclarer leur trouvaille, en précisant le lieu de la trouvaille, etc., évidemment, au musée ou au British Museum. Le tout étant basé sur un système uniquement déclaratif. Il faut que le détectoriste ait envie de le déclarer et soit capable de le déclarer et soit capable de le reconnaître. Suite au cas anglais, qui dans la communauté de la détection est vu comme la panacée et l'image de la communauté archéologique qui a tout compris à la détection et qui est vraiment très très bien, on retrouve le système MEDEA en Flandre belge. Alors c'est assez récent. Il faut savoir que je ne vous apprends pas que la Belgique est un État fédéral et que tout ce qui relève de la culture relève des régions, donc relève des Flandres, pour ici. La détection en Flandre, par une législation de 1993, était assez restrictive, similaire à la législation française. Mais la pratique de la détection est largement tolérée par la communauté scientifique et la communauté administrative, à condition que toute découverte soit répertoriée. Ce qui fait qu'en 2014, ils ont mis en place une législation plus libérale qui a permis de créer un système de permis pour la pratique de la détection, un permis permanent, à la seule condition de ne pas détecter à plus de 30 cm, à savoir rester dans le sol labouré, ou sur les 30 sites archéologiques répertoriés. En échange, a contrario, les délits sont plus sévèrement réprimés, les amendes pouvant aller jusqu'à 400 000 € et les peines de prison jusqu'à 5 ans. Et l'Université libre de Bruxelles a développé entre 2014 et 2017 MEDEA, dont la page d'accueil est affichée, qui permet aux détectoristes d'enregistrer leurs découvertes, au même cas qu'en Angleterre. Et en France. En France, l'utilisation des détecteurs de métaux a été réglementée par la loi de 89 et un décret en 91, suite à une campagne antidétection menée principalement par le président de la Société préhistorique française, qui s'appelait Gilles Gaucher, et qui a mené au dépôt d'une proposition de loi par le sénateur Marc Boeuf en 84. Donc, cette loi indique que nul ne peut utiliser de matériel permettant la détection d'objets métalliques, etc., et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir obtenu une autorisation administrative.
Et évidemment, toute publicité ou toute notice d'utilisation pour les détecteurs doit indiquer cette loi, histoire de prouver, de montrer que l'utilisateur est au courant, nul ne devant ignorer la loi. L'utilisation illégale est punie de 1 500 € d'amende, 3 000 en cas de récidive, auquel on pourra ajouter évidemment les cas de fouilles illégales, destruction de sites archéologiques, etc. Et contrairement à l'Angleterre, en France, la notion de trésor, c'est l'article 716 du Code civil, où on impose l'effet du hasard, et c'est bien souvent invoqué par les détectoristes pour regarder une partie des découvertes. Or, le hasard n'est pas reconnu à partir de l'utilisation d'un détecteur. Mais cet arsenal législatif ne semble pas contrarier outre mesure le développement de l'activité de détection, si l'on en juge par les multiples sites internet, forums, magazines, ouvrages spécialisés, qui s'appuient sur la notion de recherche à but archéologique pour expliquer qu'ils font de la détection mais qu'ils ne recherchent pas d'objets archéologiques. Mais il suffit simplement d'aller voir sur les sites internet pour se rendre compte du contraire, notamment le site Loisirs Détection qui vend des cartes archéologiques de la Gaule. Alors, je ne vais pas... on voit aussi l'organisation de rallye, qui regroupe plusieurs centaines de détectoristes. Alors, le but étant de trouver des jetons, mais on sait très bien que régulièrement, ils vont dans les champs d'à côté pour aller déterrer les monnaies des villas, etc. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Ouais, merci. C'est pour ça que je ne vais pas m'étendre plus que ça. Quand j'en parle face à des étudiants, je tiens 2 heures. Et là, je n'ai plus que 10 minutes. Suite à ça, une certaine catégorie de la profession archéologique. Alors, je tiens bien à préciser, avant que des collègues me tombent dessus, que, ainsi que je le précise tout de suite après, ce sont des initiatives personnelles. Et donc, je ne mets nullement en cause les institutions, notamment l'INRAP, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est personnel. Donc, c'est du fait de chercheurs indépendants aussi ou institutionnels qui amènent à utiliser les données de la détection dans des publications, des enregistrements dans des bases de données diverses et variées, voire à permettre des ventes en donnant sans le vouloir une valeur aux objets. Et l'archéologue, automatiquement, passe auprès de la communauté de la détection comme une caution morale, mais aussi une caution marchande. Alors, évidemment, c'est un phénomène qui est assez difficile à appréhender objectivement. Tous ces éléments sont issus de 10 ans de pratiques plus ou moins assidues des réseaux sociaux des détectoristes, que ce soit Facebook, pour ne pas le citer, ou les différents forums. Comme c'est aussi une activité illégale, évidemment, c'est une activité discrète. Ne serait-ce que par peur des représailles. Et il faut réussir à finir par reconnaître dans les publications scientifiques un certain nombre de termes qu'on le retrouve aussi dans la communauté détecteuse. Je pense notamment à ces publications numismatiques qui nous parlent de boursée. Une boursée, je ne sais pas s'il y a des collègues numismates dans la salle qui ont déjà rencontré ce terme. Pour ma part, je considère que ça n'a aucune valeur archéologique et c'est un terme qui est directement issu de la détection, qui prend comme principe que le lot de monnaie provient d'une petite bourse qui a été perdue par son possesseur. Puis on a aussi des apparitions je pense notamment dans un rapport de fouille que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas pour ambition de faire de la chasse aux sorcières et c'est des personnes qui sont aussi très certainement très compétentes dans leur domaine. Et je me souviens d'un rapport de fouille où un dépôt de l'âge du bronze a été fouillé et que c'était marqué « On remercie les découvreurs qui ont signalé, qui l'ont trouvé totalement par hasard ». Il s'avère qu'en cherchant le nom des découvreurs avec quelques mots-clés bien placés, sur Google, on se rend compte que ce sont des pratiquants de détection. L'archéologue comme caution morale. Alors j'ai dit que j'attaquais personne. Je n'attaque personne. Mes collègues qui travaillent sur les petits objets connaissent cette base. C'est une base de données sur le petit mobilier archéologique qui a été mise en ligne en 2009, qui a pour but de répertorier le petit mobilier archéologique dans l'espace essentiellement ouest-européen, avec typologie, datation, bibliographie associée. Elle se fait consulter par tout le monde. C'est un très bel outil quand on cherche des comparaisons de la bibliographie sur les objets. Elle est définie par son auteur comme une encyclopédie collaborative, un truc qu'il ne dit pas dans les publications en français, mais que j'ai trouvé dans des publications en anglais ou en néerlandais, qu'il compare lui-même au Portable Antiquity Scheme ou au MEDEA.
Et évidemment, cette encyclopédie collaborative a très vite été dévoyée et exploitée par les détectoristes à des fins d'identification de leurs trouvailles, quand elles n'y ont pas été intégrées. Évidemment, l'auteur de la base se défend de promouvoir le pillage archéologique. C'est tout, c'est évidemment, bon, on le sera moins. Néanmoins, on peut retrouver sur divers forums internet de détection son nom en tant que personne à contacter, donc on parle d'archéologue de confiance, pour faire identifier ses trouvailles quand ce n'est pas lui directement qui vient sur les forums à la recherche des informations. Et cette base apparaît dans les réseaux détectoristes comme l'exemple même d'une bonne collaboration entre détection et archéologue, même si on peut se poser des questions sur les références citées. Auteur inconnu, provenance inconnue, et on peut se poser aussi des questions sur la reproductibilité de l'information. Et elle sert aussi de justification, et elle sert d'exemple au mythe du bon archéologue, qui a tout compris à la loi qui est franchement unique, et qui brave sa hiérarchie pour le meilleur de la science. Hiérarchie qui, elle, est forcément rangée du côté du mauvais archéologue, qui est soucieux de sa place, qui est frustré de l'arrêt de sa carrière, et de découvrir et de ne rien découvrir. Seconde ou minute ? Minute. Et ce mythe s'accompagne évidemment de la notion de monopole de la recherche, voire parfois d'un peu de complotisme. Alors ce sont des arguments qu'on a retrouvés exactement dans les campagnes dans les années 80 en Angleterre. En tant que caution marchand, donc le dépôt de Plouagat, c'est très rapide. C'est un dépôt monétaire qui a été trouvé au détecteur de métaux dans un champ officiellement avec des tuiles romaines en 2012, qui a été en partie fouillé et expertisé par des archéologues de l'INRAP et du SRA. La personne, le découvreur qui passait régulièrement bénévolement le détecteur sur les chantiers archéologiques de la région a fait appel aux archéologues de l'INRAP qui ont décidé de taire un peu la découverte pour le moment, hormis le rapport indiquant que la découverte a été faite hors de tout site archéologique. Et le découvreur s'est partagé une partie du lot avec le propriétaire, au nom, on ne sait pas trop, peut-être d'une découverte fortuite, la troisième partie étant revenue à l'État probablement suite de l'opération de fouille. Et le découvreur a mis son bien en vente en juillet 2017 à Saint-Brieuc. La vente a rapporté 10 000 €. Et ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est que c'est l'étude numismatique qui a permis de fournir la valeur marchande du lot, puisque c'est grâce à l'étude numismatique que le commissaire-priseur a pu déterminer la rareté des monnaies. On pose également la cohérence de l'ensemble mobilier, sachant qu'une partie a disparu en salle des ventes. Et ceci, on arrive à un élément que j'ai nommé le cercle vicieux du pillage. Je vais essayer d'aller vite parce que je sens que j'arrive à la fin. Où on a un détectoriste qui, lui, ne fait pas grand-chose de mal, après tout, qui sort juste son détecteur de métaux dans les champs le dimanche et qui, de temps en temps, trouve une petite trouvaille. Alors là, il va aller voir son archéologue de confiance, il va lui donner l'information. L'archéologue de confiance, lui, en même temps, il cherche des fois des données pour constituer son corpus, parce qu'il fait une recherche sur la circulation des biens, etc. etc. Cette petite information, elle va rentrer négligemment dans une base de données, dans une publication, ou voire dans des musées. Elle va acquérir elle va être blanchie, tout simplement, n'ayons pas peur du mot, elle va être blanchie scientifiquement, au niveau de sa découverte. Et cet élément va apporter de la reconnaissance au détectoriste qui se dit « Ah bah finalement, j'ai eu un archéologue de confiance, j'ai eu un bon archéologue qui lui a tout compris, donc je vais continuer. » Donc il va retourner dans les champs, il va continuer et il va justifier son action. Dès que quelqu'un va lui dire « Oui, mais ce que tu fais, c'est illégal », il va dire « Oui, mais la loi n'est pas bonne. La preuve, un tel qui est archéologue à je sais pas où, lui, il a tout compris, il accepte, il enregistre mes données. » Et des fois, dans le pire des cas, le détectoriste va aller sur le marché des antiquités pour vendre sa trouvaille, auquel l'archéologue, sans s'en rendre compte, aura donné la valeur par son expertise. Au niveau évidemment, cela, on a aussi des conséquences publiques et politiques à l'acceptation de la détection comme un moindre mal, puisque on arrive à une communication qui est basée finalement en archéologie uniquement sur les découvertes mobilières et muséographiables, en laissant de côté toutes les informations qu'on peut avoir, je pense notamment à l'archéologie en rural ou sur les fermes gauloises, c'est pas forcément très spectaculaire pour le grand public. Et on met en avant l'archéologie de l'objet au lieu de l'archéologie du fait. On va avant tout rechercher le mobilier. Et avec évidemment une dépréciation dans l'opinion publique et politique de l'archéologie extensive au profit de la chasse au trésor. Je pense notamment
aux discussions qu'il y a eu au Sénat en 2006, je me souviens plus exactement sur quoi, où le sénateur un sénateur, donc Éric Doligé, expliquait que de toute façon pour l'archéologie, on n'avait pas non plus fouillé toutes les fermes gauloises de la Beauce, ça ne servait pas à grand chose et qu'il fallait mieux s'intéresser à des trucs qui avaient vraiment de l'intérêt. Et pour conclure, on peut surtout se poser la question de est-ce une si vertueuse collaboration, notamment quel crédit attribuer aux déclarations? Ce sont des images qui sont tirées des journaux anglais, avec ici un détectoriste qui a découvert un dépôt anglo-saxon du VIe siècle. Le bien a été estimé à 40 000 livres, février 2014, où on voit l'extrême qualité de la fouille archéologique. Ou encore, donc je pense à collègue archéoanthropologue, pour la découverte d'un cercueil d'enfants en plomb en 2013, on voit pareillement la qualité de la fouille et où ils ont largement dépassé les 30 cm, même si la fouille était un peu reprise par les archéologues après et sans intérêt pour les parents qui étaient peut-être juste à côté. Et surtout, de l'aveu même de l'ancien chef, entre guillemets, du PAS, on estime que 40 à 70% des objets découverts ne sont pas répertoriés. Alors, une étude récente, qui a été faite en 2017, part plutôt sur une hypothèse de 96% des objets découverts qui ne sont pas répertoriés. Et sachant que cette étude, justement, on arrive à la conclusion que plus la législation est restrictive, moins il y a de pertes de données vis-à-vis de la détection, puisqu'une législation permissive crée un sorte d'appel d'air qui automatiquement va amener plus de gens à la détection et donc va amener plus de découvertes et plus de pertes. Donc cette législation permissive ou même l'utilisation le blanchiment scientifique des données créant cet appel d'air. Je vous remercie.